Alors, pas de questions? Vous n'avez pas de questions? En fait, c'est une évidence absolue pour vous tous. Là, s'il y a une question, là, je vois quelqu'un qui fait des signes. Il faut lui filer un micro. Ouais, sinon tu hurles. Ah, le micro arrive. Je vois, le micro s'est dirigé vers toi, piloté par un homme en orange. J'ai une question concernant Gibson. Est-ce que vous savez si, au niveau de ses inspirations urbanistiques, il s'est juste inspiré de villes américaines très carrées, ou bien si, comme Paris, avec sa construction un peu différente? Alors, Gibson, du point de vue urbain, a deux inspirations principales, Tokyo et Los Angeles. Gibson fait partie de ces auteurs fascinés par le Japon. D'ailleurs, je crois qu'il y a une conférence un peu plus tard sur l'influence de la culture japonaise, quelque chose comme ça. Et l'autre influence, c'est Los Angeles, San Francisco, sachant que Gibson a des lectures d'auteurs qui traitent, qui appartiennent aux études urbaines, notamment Mike Davis, et donc c'est vraiment quelque chose qui est très ancré dans l'Ouest américain. Sauf que dans son premier des romans contemporains, c'est-à-dire Identification des schémas, c'est quelque chose qui se passe en partie à Londres. Le roman Zero History se passe en partie à Paris et en partie à Londres aussi. Et il y voit une espèce de monde miroir, d'ancien monde, et qui paraît profondément étranger à ces personnages. Donc il est très ancré en fait dans la réalité urbaine de l'Amérique du Nord. Ses inspirations urbaines, le cyberpunk, pour faire vite, c'est la rencontre du roman noir et du roman d'anticipation. Et le roman noir, comme vous le savez, c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec la culture nord-américaine, qui est beaucoup plus méfiante que la culture européenne en général, au sujet du monde urbain. En Europe, en gros, nous sommes dans une civilisation qui valorise énormément la ville. D'ailleurs, le mot même de civilisation est lié à l'idée que le progrès, c'est la ville. Or, tout un pan de la culture nord-américaine, et en particulier aux États-Unis, pas toute la culture, mais tout un pan de la culture nord-américaine, voit la ville comme un lieu de perdition, comme Babylone, comme un lieu de corruption. La vraie vie, la vie morale, la vie droite, étant celle des pionniers sur la frontière, dans le wilderness, qu'on va domestiquer pour le mettre en valeur. Et Gibson, il est fasciné par la ville. Évidemment, il n'y a pas de plus grands amoureux des villes que les auteurs de romans noirs. Mais en même temps, il y a tout cet arrière-plan culturel de ville assimilée à une ville corrompue, et j'avais montré une image assez significative, mais je l'avais passée. Hein. Voilà, qui était... Non, pardon. Qui était l'image de la ville de Blade Runner, 1982. Blade Runner, qu'est-ce que c'est? C'est en gros les conditions sociales de Los Angeles avec l'urbanisme japonais, ce qui est l'horreur absolue pour Ridley Scott en 82. Et c'est ça, en gros, la veine d'inspiration urbaine de Gibson. Juste par rapport au cyberpunk, vous savez qui invente le mot cyberpunk? Qui invente le mot cyberpunk? Parce que souvent on pense que c'est Gibson qui invente le mot cyberpunk. En fait, c'est pas Gibson, c'est Bruce Becht, qui est un musicien et qui a des boules parce qu'il y a des jeunes hackers qui piratent, ils vendaient des systèmes chez chaque studio, chaque radio check. Et des jeunes hackers lui ont foutu la merde dans les démos des logiciels. Donc ça lui fout les boules et il écrit une nouvelle qui s'appelle Cyberpunk, qui est absolument géniale et qu'il faut que vous lisiez parce qu'elle préfigure l'arrivée de Dominique. Alors il y a des questions, je crois. Alors il y a d'autres questions justement pour premier rang non plus. Est-ce que vous avez des dates, des lieux pour justement assister à vos conférences qui durent justement 2-3 heures? À M. Yannick, justement. Vous avez des dates, des événements Pour mes prochaines conférences? Voilà. La prochaine va avoir lieu en Belgique le week-end prochain. Je crois que c'est à Liège, ou je ne sais plus trop si c'est à Liège ou à Bruxelles, mais tu tapes Yanmin, il n'y a qu'un seul Yanmin dans le cyberespace. Donc tu tapes Yanmin, tu trouveras les infos, tu me demandes
me demande le mail et je te file les coordonnées. Sinon, tout à l'heure, à 18h, il y en a une sur le cybersexe. Et demain, j'ai oublié de le dire, mais demain, grand événement à 13h, on inaugure le premier festival de science-fiction dématérialisé ici, grâce à Dicopolis, et qui est entièrement basé sur les OpenSim et sur les mondes 3D temps réel. Alors, moi j'avais une question, prenons un profane total sur la cybernétique, moi. Qu'est-ce que vous conseillez comme lecture, comme, j'en sais pas, film, comme site internet, j'en sais rien, pour découvrir la cybernétique, des choses comme ça? Moi j'ai une référence qui est vraiment la référence pour moi, c'est parce que c'est très très pédagogique, c'est Philippe Breton, L'utopie de la communication, où il va raconter toute cette évolution de la cybernétique et justement il va la critiquer. Alors moi je ne suis pas du tout dans l'esprit de Philippe Breton, moi je suis un geek, un prosélyte de la technologie et je hurle contre tous nos intellos de la modernité, Deleuze, Baudrillard, Stigler, tous les autres. Là, en ce moment, depuis des années, ils passent leur temps à dire mais c'est mal, la technologie c'est mal, vous allez tous être addicts, vous allez tous devenir aliénés par le consumérisme technologique, c'est un héritage qui vient et du christianisme et du marxisme, et moi je dis niette. Non, moi ce qui m'aliène, c'est les problèmes de boulot, c'est la société, c'est pas d'utiliser un iPod, un iPad et des ordinateurs. Ça me libère. D'ailleurs, on en reparlera, mais comment il s'appelle le mec là, qui a écrit, le mec qui a inventé le mot pas cyberespace, hypertexte, j'ai oublié son nom, qui disait dans les années 50, l'informatique va nous libérer. Je suis pas entièrement d'accord avec ça, mais je suis pour. Et donc Philippe Breton, par contre, fait partie de ces penseurs qui critiquent dans son bouquin L'utopie de la communication, une certaine forme d'aliénation qui est liée par l'usage des technologies. Il est dans cette orientation-là. Mais pour pouvoir expliquer ça, pour pouvoir argumenter, il fait une très très belle histoire de la cybernétique et de l'utopie de la communication, donc je vous le conseille fortement. Voilà, j'ai répondu, peut-être que toi... Non, Philippe Breton, c'est très bien. Non, mais pour comprendre le lieu où se forment les imaginaires du virtuel, des technologies de l'information, etc., le film que je recommande toujours, je pourrais expliquer pourquoi, mais malheureusement il faudrait 1 heure de conférence supplémentaire, c'est Jurassic Park, dont on va bientôt fêter dont on fête les 20 ans, je crois, et qui est ce qui a été filmé de plus intelligent, j'insiste sur ce terme, sur le virtuel, l'image virtuelle, l'information, le vivant comme information, etc. Mais si vous voulez savoir pourquoi, c'est un peu long à expliquer. On est toujours dans les références quand même, j'en donne juste quelques autres, c'est vraiment contemporaine là maintenant. Là où il se passe des choses vraiment intéressantes, c'est dans les gender studies. Si vous allez chercher des trucs, cybernétique c'était une époque, c'est intéressant, mais là, c'est dans les gender studies qu'il se passe des choses. Je vous conseille en particulier le manifeste du cyborg de Donna Haraway, qui a été traduit en français, et qui pose la question du genre et des jeux avec le genre, mais c'est vraiment une question de la modernité, ça. Et je vous conseille de lire Béatrice Preciado, qui est absolument, moi je trouve absolument génial dans ses écrits, qui est très drôle, qui est très provoque et discret. Mais là, on est dans, je dirais, le top de la modernité en ce moment, enfin, de mon avis. Bon, est-ce qu'il y a une toute dernière question? Oui. Rapide. Je vois une main qui se passe là-bas dans la foule. Je vois une main là-bas levée. Mais très vite. Il faut lui donner la connexion. Je voudrais votre avis sur le prochain gadget à la mode, les lunettes type Google Glass, qui sont sur le thème. Les lunettes Google. Oui, je les ai pas testées, donc je peux te dire, mais c'est top de top. Ce que ça annonce, c'est bien évidemment la surimpression sur le réel de réalité augmentée. C'est surtout ça que moi je vois, c'est-à-dire que tu vas avoir accès, comme dans Second Life, avec tous les petits noms de tout le monde posés sur leur tête avec l'identification de réalité augmentée. Moi je trouve ça très très bien, mais on attend tous de les avoir. Et il y a un concurrent là, c'est comment il s'appelle, Oculus, je crois, non, c'est pas Oculus, enfin il y a deux dispositifs qui sont en place, il y en a un que moi je m'intéresse beaucoup, parce que les Google Glass vont te surimpressionner des choses sur le réel. Moi ce qui m'éclate totalement, perso, c'est pas tellement, bon ça c'est bien d'avoir de la réalité augmentée, mais les lunettes immersives, c'est-à-dire celles qui te permettent de t'immerger dans un univers 3D temps réel. Alors ce qu'il faut savoir, je vais essayer d'être bref, le plus grand choc que j'ai eu moi dans ma vie, et que très peu de gens, nous avons tous eu l'occasion d'expérimenter ça, c'est quand j'ai fait une série de reportages aux États-Unis, au MIT et dans les grandes universités américaines on a 25 ans de retard, ça c'est clair.
Et les étudiants travaillent avec des dispositifs à $1 million, dont un dispositif qui est absolument génial qui s'appelle The Cave. The Cave vous restitue la vraie immersion, c'est-à-dire que ce que vous voyez sur un écran, c'est une interprétation de la 3D temps réel. Vous interprétez ce que vous voyez, et en fait c'est inspiré de la célérité de la perspective de la Renaissance. Mais c'est faux, c'est bidon, le cerveau ne se trompe pas. Par contre, quand vous êtes réellement en immersion dans un espace 3D, lorsque vous bougez, lorsque vous êtes en mouvement, l'univers autour de vous bouge, là le corps commence à participer. C'est-à-dire que c'est là qu'on peut avoir, on n'a pas le mal de mer justement. C'est-à-dire que quand vous êtes devant un jeu vidéo en stéréoscopie, que votre corps ne bouge pas mais que le monde bouge, vous avez très vite le mal de mer parce qu'il y a un dysfonctionnement entre une distanciation entre les décalages. Par contre, les systèmes de lunettes immersives qui vous immergent vraiment dans un monde lorsque vous bougez, le monde bouge, change notre relation radicalement au cyberespace, très précisément au cyberespace. Nous sommes vraiment en relation avec le cyberespace. Ça par contre, c'est top de top. Et je crois plus, moi j'attends plus ces dispositifs-là que le Google Glass qui est un peu pour moi une évidence. Voilà. Voilà, on va remercier beaucoup M. Mine et M. Desbois pour leur conférence.